Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteur français Michel Bussy. Bonjour Monsieur Bussy, vous allez bien? Très bien, très bien, très enchanté d'être ici. Très enchanté de vous recevoir en studio et j'ai envie un peu de vous présenter à mes auditeurs. Alors vous êtes un auteur français de romans policiers, mais également professeur de géographie à l'Université de Rouen. Tout à fait. Qu'est-ce qui amène un professeur de géographie à vouloir se lancer dans l'écriture romanesque? Non, je pense que comme plein de gens, j'avais toujours eu l'envie d'écrire, plein d'histoires dans la tête, et puis j'ai attendu d'être prof, d'avoir une situation pour me mettre à écrire, et puis voilà, ça a mis un peu de temps, et puis depuis une grosse dizaine d'années maintenant, mes romans fonctionnent bien, mais j'ai toujours eu cette envie, depuis que j'ai 6 ans, 10 ans, j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Et je disais que vous avez toujours envie de raconter des histoires, même quand vous étiez petit. Ouais, c'est ça, je suis né avec ces histoires dans la tête, et voilà, toujours une petite voix dans ma tête qui m'a dit un jour, c'est ça, un jour tu écriras tes romans, un jour ça marchera forcément, ils ne peuvent pas rester comme ça, enfermés dans ton crâne, toutes ces histoires. Et pourquoi justement le roman policier? Ça aurait pu être n'importe quel genre de roman? C'est pas vraiment des romans policiers purs, c'est plutôt des romans de suspense, donc il y a à la fois des histoires d'amour, il y a de la géographie, il y a de l'histoire, il y a du suspense, il y a du sentiment, il y a du romantisme, il y a plein de choses. En fait, il n'y a pas vraiment de policiers dans mes romans, c'est plutôt c'est vrai. Ce qu'on appelle un peu le domestic thriller, c'est-à-dire c'est des histoires de vengeance, de secrets de famille, et donc forcément, parfois, il y a un meurtre, parfois, il y a de la vengeance, voilà, ou plusieurs meurtres, mais voilà, à la limite, dans Shakespeare, il y a aussi des meurtres, hein, donc, je pense pas que je fais du policier, je pense que je fais de l'histoire romanesque. Est-ce que c'est le genre de roman que vous aimez lire? Ah, carrément, moi, petit ou adolescent, j'aimais lire essentiellement des romans d'aventure ou des romans de suspense, c'est-à-dire des romans haletants qui m'emmenaient sur la Lune ou dans des îles désertes ou qui me faisaient remonter dans le passé. Enfin, pour moi, la lecture, c'est l'évasion. Et si avec mon roman, j'emmène les gens en Corse et qu'ils ont l'impression pendant 10-15 heures de lecture d'être en Corse, voilà, c'est gagné. Et votre inspiration, vous la prenez où? Ça, c'est un peu magique, hein, l'inspiration, parce on a toujours des idées très, très farfelues qui vous passent dans la tête, comme là, l'idée d'une orpheline, hein, d'une fille qui voit ses parents mourir dans un accident de voiture et qui va voir sa mère réapparaître presque sous forme d'un fantôme 27 ans plus tard. Donc, on a comme ça des idées un peu folles, et puis après, on construit le roman autour de cette idée folle en essayant de la rendre vraisemblable. Et l'écriture du roman, vous le faites avant votre période où vous êtes en congé lorsque vous enseignez ou vous le faites le soir quand vous rentrez? Comment ça fonctionne, votre période d'écriture? Ou c'est à tous les jours quand vous avez un peu de temps? Ouais, c'est un peu quand j'ai le temps. Alors, beaucoup l'été quand même, mais ça peut être un petit peu tout le temps. Et souvent, je rumine beaucoup mes histoires. J'y pense beaucoup avant d'écrire un chapitre. Et parfois, par exemple, comme Le Temps est assassin, c'est un roman que j'ai imaginé pendant au moins 4-5 ans, quoi, tous les étés. Donc, on le fait grandir petit à petit, on le peaufine, et puis quand on se met à l'écriture, par contre, là, il y a une forme d'immersion. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut que on est complètement avec les personnages, et là, évidemment, il faut que ce soit sur un temps assez court. Et j'aimerais ça qu'on parle un peu des livres que vous avez publiés. Le premier livre, Code Lupin, qui a été publié en 2006, et par la suite, ça a été publié en petits feuillets dans un quotidien. Ouais. Oui, j'ai 2 romans. Il y a Code Lupin qui a été publié en Normandie, hein, dans un quotidien, et puis Un avion sans aile qui est le roman qui a lancé un petit peu ma carrière en France et qui a été publié dans l'Est de la France, pareil, pendant une centaine de jours dans des quotidiens. Et je suis fier parce que quand on parlait de la littérature d'évasion, on parle toujours des feuilletonistes, hein, de ces grands auteurs, Dumas, etc., qui écrivaient des feuilletons pour les journaux. Et donc, moi, je suis un peu dans cette veine-là, quoi. Mais est-ce que c'était votre idée à vous ou c'est le quotidien qui vous a approché, qui vous a proposé de faire ça? Non, c'est eux qui l'ont fait parce qu'il y a plus beaucoup de journaux qui font des feuilletons, mais il y en a encore un ou deux qui, soit l'été, soit même comme le Républicain Lorrain, qui font encore un feuilleton. Donc, un roman qui est découpé en parfois 100 épisodes et les lecteurs ont... voilà. Et ça, c'est bien parce que c'est très moderne parce qu'en fait, c'est des chapitres courts, il faut qu'il y ait un rebondissement pratiquement tous les jours. Et donc, c'est des choses qui sont très, très modernes, qui rappellent finalement les séries télé d'aujourd'hui. Il faut que ça aille vite, mais en fait, on n'a rien inventé, quoi. Dès le 19e siècle, il fallait déjà qu'il y ait un rebondissement toutes les 3 pages. Et ça a dû vous permettre de vous faire connaître aussi par le public qui vous connaissait peut-être pas à ce moment-là? Ah oui et non, parce que c'est des romans qui avaient déjà quand même pas mal fonctionné. Donc s'ils ont choisi mes romans, c'est aussi parce qu'ils savaient que c'était des romans qui avaient déjà bien trouvé leur public. Et le deuxième ouvrage, c'est Omaha, Crime, qui a été publié en 2007. Et par la suite, ça a été republié en 2014 sous le titre Gravé dans le sable.
Oui, c'est ça. Alors, c'était mon premier roman que j'ai écrit, hein, qui avait été refusé à l'époque par une maison d'édition. Puis finalement, on l'a republié et c'est grâce à lui que tout a commencé parce qu'il a eu des prix littéraires. Il a été bien reçu par la critique et c'est ce qui m'a permis de continuer, quoi. Parce que quand on écrit un premier roman comme ça et qu'on vient de nulle part, qu'on est chez une petite maison d'édition régionale, on est perdu un peu dans l'immense monde de la littérature. Et quand on a comme ça quelques prix, quand on a des gens très connus qui vous disent j'ai lu votre ouvrage, je ne vous connais pas, mais continuez, c'est bien. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est un ouvrage qui est parmi parfois les préférés de mes lecteurs. Vous parlez de prix, vous en avez remporté plusieurs prix. Vraiment beaucoup, là. Ouais, ma particularité... La liste est longue, là. Ma particularité, c'est que j'ai presque rencontré que des prix de lecteurs ou de libraires et assez peu de prix, on va dire... de journalistes ou de confrères, donc voilà. Donc c'est plutôt des prix de lecteurs et c'est vrai que je suis un auteur, comme on dit, populaire, quoi. Donc, mais à la base, c'est eux qui vous permettent de pouvoir vivre de vos ouvrages, là. Oui, puis je sais que mes romans, souvent, ils plaisent aux lecteurs et du coup, quand il y a des prix qui sont des prix décernés par des lecteurs de médiathèques etc., eh bien, c'est vrai que je suis fier de ces prix-là parce que ça veut dire c'est des romans que les gens, enfin, c'est pas seulement que les gens ont envie de lire très vite, mais c'est aussi qu'ils ont envie ils y ont trouvé quelque chose de plus. Et vous publiez à chaque année ou presque. Vous avez publié en 2008 Mourir sur scène, Sang de famille en 2009, Nymphéas noire en 2011. Et là, vous avez publié avec la presse de la Cité. Avant, vous étiez avec une petite maison d'édition régionale et là, avec une grosse maison d'édition comme la presse de la Cité. Ça a été quand même un gros saut. Oui, vous deviez être fier à ce moment-là. Ouais, et puis en France, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition régionales, mais qui diffusent leurs livres dans les régions. Et puis, si on veut être connu, c'est à Paris. Tout est à Paris. Et donc, il faut basculer de la maison d'édition régionale à une maison d'édition parisienne qui donne accès aux médias, aux journaux, aux télés, etc. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi à un moment donné. J'ai eu cette chance-là. Et tout de suite, oui, avec Nymphéas noire, puis Un avion sans aile, sur entrer dans une autre dimension. Et comment ça s'est fait, la recherche de cette grosse maison d'édition? Est-ce que c'est eux qui vous ont approché ou c'est vous, à force d'acharnement? Non, alors ce qui s'est passé, c'est que je commençais à être un petit peu connu par ma maison d'édition régionale, mais malgré tout, mon roman Nymphéas noire trouvait pas preneur chez des maisons d'édition nationales. Et c'est un auteur, Yves Jacob, qui est un auteur normand, qui était aux presses de la Cité et qui m'a, intronisé ou coopté et qui a dit aux presses de la Cité, voilà, j'ai un manuscrit d'un auteur que j'ai bien aimé, lisez-le. Et grâce à lui, les presses de la Cité m'ont fait rentrer dans leur panel d'auteurs. Wow. Mais voilà, mais ça se passe souvent comme ça. Moi, je suis amené parfois à lire des manuscrits qu'on me donne et parfois ça me tombe des mains et parfois j'ai un coup de cœur et donc c'est vrai que quand je dis à l'éditeur lisez ça, j'ai lu ça, ça m'a beaucoup plu, ça a plus de poids évidemment quand ça vient d'un auteur que quand ça vient de nulle part. Et vous parlez Un avion sans aile qui a été publié en 2012, déjà 800 000 exemplaires vendus, ça c'est les chiffres du mois de mars, alors ça a dû augmenter depuis et là ça va être adapté au cinéma. À la télé plutôt, normalement. Ah, la télé. Normalement, en série télé, ouais. Si tout va bien, ça devrait être tourné en 2017. Et je pense que ça, c'était votre rêve, je pense, d'avoir un livre qui était adapté soit pour la télé ou pour le cinéma. Ouais, forcément, quand on commence comme ça à écrire, on a des rêves, on se dit, voilà, est-ce que je vais être traduit, est-ce que je vais être en poche, est-ce que un jour, je vais me voir sur le grand écran ou à la télé. Ouais, c'est un rêve, donc je croise les doigts pour que ça se fasse, ouais. Ah, parce que c'est quand même long, je crois, avant que ça se rende à l'étape finale. Ouais, c'est long et puis en France, on n'a pas trop l'habitude des adaptations. Enfin, souvent, les adaptations sont ratées, faut dire ce qu'il est. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas les moyens des Américains pour adapter les best-sellers et mettre 10 scénaristes. Voilà. Donc souvent, c'est des adaptations qui se font vite et avec peu d'argent. Donc du coup, souvent, on est un peu déçu par l'adaptation des grands best-sellers français. Il y a peu d'exemples finalement de grands films tirés de livres français qui ont bien marché. Donc du coup, je suis plutôt content qu'ils prennent leur temps. J'espère du coup que le résultat sera à la hauteur. Allez-vous travailler sur le scénario? Un petit peu, mais c'est trop compliqué. C'est comme moi, je fais des gros bouquins en plus, des bouquins qui font souvent 400-500 pages, où il y a plein de personnages, l'intrigue est tortueuse, et donc il faut plus couper que rajouter des choses. Et du coup, moi, c'est trop douloureux pour moi de dire, allez, tel personnage, il sera pas dans le film, ou telle intrigue auquel je tiens, il faut la supprimer parce que ça sera trop compliqué dans le film. Donc c'est vrai que très vite, je préfère laisser les autres faire le sale boulot. Allez-vous avoir votre mot à dire sur les comédiens qui vont être engagés?
pour la production? On peut en discuter, mais là encore, souvent les réalisateurs ont les auteurs qu'ils aiment, puis la télé, ils ont souvent aussi des stars qu'ils veulent avoir. Mais oui, on peut quand même en discuter. Enfin, on peut faire des suggestions ou des refus. Oui, on l'a fait. Ouais. Et Un avion sans aile, les droits ont été achetés par plusieurs pays là, pour la traduction. Faut le faire, je pense, c'est 24, 25 ouais, on est pays. même à 31, 32, ah je crois, oui, maintenant. Ça a augmenté. Ouais, ça augmente. Donc, on est à 31, 32, notamment en Angleterre et aux États-Unis, où ça a très, très bien marché en Angleterre, là, et c'est sorti aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Donc, et oui, c'est impressionnant d'être comme ça, un peu traduit dans le monde. Ça marche bien en Italie, ça marche bien au Brésil, en Corée. Enfin, c'est rigolo. Ça va être le fun de recevoir les livres, justement, avec les traductions qu'on comprend absolument rien, mais... Ouais, j'ai ma petite collection chez moi, après, voilà, donc d'une cinquantaine de traductions maintenant, avec tous les livres. Ouais, j'ai ma petite collection, c'est amusant, ouais. Et vous avez publié en 2013 Ne lâche pas ma main, qui a été vendu à pas loin de 500 000 exemplaires. Et là, en 2015, Maman a tort. Et là, vous nous arrivez avec le plus récent, Le temps est assassin, qui a été publié au mois de mai en Europe. Et ici, ça vient tout juste de sortir il y a à peine quelques semaines. C'est ça, donc le temps est assassin, c'est mon dernier grand format qui se passe en Corse, et qui est un roman, à la fois un roman de suspense, un roman d'amour, un roman sur les relations mère-fille. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, et c'est vrai que c'est un roman qui a cartonné en France, c'est vrai, puisque voilà, tout l'été, ça a été un roman que les gens ont beaucoup lu en vacances sur les plages. On va s'arrêter et on va en parler au retour de la pause. D'accord.